Classification phylogénétique et place des grands clades actuels. Les êtres vivants se caractérisent par une organisation particulière. Ils sont en effet composés d'une ou de plusieurs cellules, ces dernières étant formées d'un cytoplasme, d'une information génétique et délimitées par une membrane plasmique. À l'intérieur de cette cellule, on va retrouver des molécules organiques, encore appelées biomolécules. La cellule ou l'ensemble des cellules est capable de métabolisme, c'est-à-dire de réaliser des réactions biochimiques catalysées par des enzymes. Pour ces réactions, les systèmes vivants, que l'on considère comme des systèmes ouverts, réalisent des échanges de matière et d'énergie avec leur environnement. Ce métabolisme leur permet de réaliser toutes leurs fonctions biologiques, notamment la reproduction. Cette reproduction qui a lieu aussi bien à l'échelle cellulaire, comme la scisciparité binaire chez les bactéries, ou encore la mitose, la méiose chez les eucaryotes. Cette reproduction peut aussi être considérée à l'échelle des organismes pour les pluricellulaires, ça va être la reproduction sexuée ou la reproduction asexuée. On peut également caractériser le vivant par son aptitude aux variations. Variations par exemple génétiques avec tout ce qui est mutation, mais aussi tous les phénomènes d'acclimatation et d'adaptation. On discerne donc des aspects structuraux, fonctionnels qui caractérisent les êtres vivants. Donc tous les éléments que l'on vient de mettre en lumière constituent les points communs à tout organisme. Mais malgré cette unité, il existe une extrême diversité, une grande variation en termes d'aspect, taille, forme, etc., mais aussi en termes de fonctionnement physiologique. Chaque être vivant est bien sûr particulier. De tout temps, les biologistes ont cherché à mettre de l'ordre dans cette diversité, à classer les êtres vivants et également à expliquer l'origine de cette diversité. Donc, au fil des temps, différentes classifications se sont succédées en utilisant différentes méthodes et en utilisant bien sûr les connaissances biologiques du moment. L'une de ces classifications, une des classifications utilisées actuellement, est la classification phylogénétique. La classification phylogénétique est une classification qui cherche à montrer les liens de parenté entre espèces. Nous présenterons dans cette vidéo notamment les principes de cette classification, puis la façon d'élaborer des arbres phylogénétiques et de mettre en place donc cette classification phylogénétique. Et enfin, nous présenterons la place de différents groupes dans cette classification, groupes que l'on appellera clades lorsqu'ils ont été élaborés avec la méthode de type méthode cladistique. Voyons les objectifs et les principes de la classification phylogénétique. Au préalable, quelques définitions. Tout d'abord, le terme de classification. La classification correspond à l'arrangement des êtres vivants en groupes, chaque groupe pouvant être appelé également taxon. Donc, groupe ou taxon, c'est synonyme, quel que soit son niveau. Deuxième terme, taxinomie ou taxonomie, c'est la science des lois de la classification. La taxinomie inclut la reconnaissance et le rangement des êtres vivants dans la classification. Et enfin, la systématique qui correspond aux sciences des classifications des êtres vivants et des relations évolutives entre organismes. Donc la systématique va prendre en compte les liens de parenté. Pour la classification phylogénétique,
L'objectif correspond à celui de ranger les espèces les unes par rapport aux autres. Donc on sait que depuis Darwin, qui est l'auteur de l'origine des espèces en 1859, la taxinomie a un objectif qui dépasse le simple classement, c'est-à-dire faire en sorte que la classification témoigne des affinités évolutives des êtres vivants, des liens de parenté entre ces différentes espèces. Dans la classification phylogénétique, tout taxon, tout groupe, doit être monophylétique. Monophylétique, c'est-à-dire qu'un ancêtre unique a donné naissance à toutes les espèces de ce taxon et à aucune autre espèce appartenant à un autre taxon. Donc un groupe monophylétique va inclure un ancêtre commun donné et toute sa descendance. Le terme de monophylétique présente un préfixe mono, un seul. Phylétique, ça se réfère à phylos, feuille. Donc un groupe monophylétique, c'est un groupe qui va descendre d'un seul être vivant, d'un ancêtre commun, pour donner toutes les branches et à l'extrémité toutes les feuilles. La notion de taxon monophylétique est donc une clé de la classification phylogénétique. On va insister un peu sur ces caractéristiques et voir les différences avec les autres types de taxons. Un taxon est dit monophylétique, on l'appellera alors clade s'il a été déterminé par la méthode cladistique. Donc un taxon est dit monophylétique s'il correspond à un ensemble formé par l'ancêtre commun exclusif et la totalité de ses descendants. Un taxon est dit polyphylétique s'il n'englobe pas toutes les espèces dérivées de l'ancêtre commun. Un taxon polyphylétique comprend des membres sans ancêtre commun dans le groupe. Donc le taxon polyphylétique est défini par une ressemblance qui n'a pas été héritée d'un ancêtre commun. On peut dire encore qu'un groupe polyphylétique est un assemblage d'organismes excluant leur ancêtre commun le plus récent. Un taxon polyphylétique peut correspondre à un terme de langage courant qui désigne un ensemble d'espèces présentant des caractéristiques communes, mais qui regroupe des clades d'origine différentes. Un taxon est dit paraphylétique si l'ancêtre commun de ce groupe est aussi partagé avec d'autres groupes. Un taxon paraphylétique comprend un ancêtre commun et une partie seulement de sa descendance. Donc on peut dire ici qu'un taxon paraphylétique ne rassemble pas tous les descendants d'une espèce souche. Donc contrairement à la polyphylie, le groupe paraphylétique est fondé sur une similitude qui est héritée d'un ancêtre commun. Là, vous devez trouver un moyen mémotechnique pour retenir la grande différence entre poly et paraphylétique. Ça peut être par exemple le fait que dans paraphylétique on entend le son A comme la première lettre d'ancêtre. Donc dans le groupe paraphylétique, il y a l'ancêtre commun alors qu'il n'est pas présent dans le polyphylétique. Alors rien de mieux pour comprendre ces nuances avec un schéma. Voyons ici un schéma totalement hypothétique. On a fait un arbre. Sur ce type d'arbre, donc on l'a enraciné ici à gauche, donc on va le lire de gauche à droite. On a d'abord un ancêtre commun ici à A, B, C et D qui était présent, qui a divergé pour donner deux lignées. Une de ces lignées a évolué pour donner D, l'autre lignée a évolué pour donner d'une part le taxon C et d'autre part une nouvelle lignée qui diverge en A et B. Donc là, on a les A, B, C et D qui sont des taxons et
qui eux-mêmes vont pouvoir être réunis dans des groupes de niveau supérieur qu'on appellera aussi des taxons. Alors, prenons d'abord un taxon hypothétique nommé ici X qui regroupe A, B et C. Je vais rajouter sur ce schéma des boîtes pour qu'on comprenne bien les subtilités. Donc ici, on a choisi de regrouper A, B et C parce qu'ils présentent un certain nombre de ressemblances et ces ressemblances étaient déjà présentes chez l'ancêtre commun. Donc ils ont ici l'ancêtre commun exclusif c'est celui qui leur est le plus proche. L'ancêtre commun exclusif ici avait des caractéristiques qu'il a transmis à ses descendants A, B et C. Donc là on a un groupe avec un ancêtre commun et l'ensemble de ses descendants. On parlera de groupe monophylétique. Deuxième exemple, groupe Y, où là on va réunir B, C et D. Là aussi, on va les entourer avec deux boîtes. Ce groupe présente des ressemblances, ressemblances qui elles-mêmes étaient présentes chez leur ancêtre commun, le plus proche possible ici. Cet ancêtre commun a donné à ses descendants ces ressemblances, mais il l'a donné aussi à A, qui n'est pas inclus dans le groupe. Donc ici, le taxon Y comprend bien un ancêtre commun, mais une partie seulement de sa descendance, puisqu'on n'a pas ici englobé A. Donc le taxon Y va être qualifié de taxon paraphylétique. Dernier exemple, le groupe Z. Là, on va réunir les taxons A, B et D qui partagent un certain nombre de ressemblances, mais ces ressemblances n'étaient pas présentes chez l'ancêtre commun. Donc l'ancêtre commun à A, B et D n'avait pas la caractéristique qui permet de définir le taxon Z. Donc il ne l'a pas fourni notamment à C, il ne l'avait pas. Donc ce taxon Z, réunissant A, B et D, inclut des individus qui proviennent d'un ancêtre commun donné le plus proche qui était là, mais ce groupe n'inclut pas cet ancêtre commun. Donc ce taxon Z est qualifié de groupe polyphylétique. Donc ici, dans la classification phylogénétique, on ne donnera des noms aux taxons, on ne conservera les taxons que de type monophylétique. Et à ce moment-là, ce taxon X pourra être appelé un clade, alors qu'on n'utilisera pas de termes pour les taxons Y ou Z. Les termes des taxons Y et Z ne seront pas conservés dans le cas d'une classification phylogénétique. Donc ça, c'est un exemple complètement hypothétique. On va voir dans la prochaine vidéo des exemples plus concrets.